Depuis sa création, la Terre ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé nos continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques qui sont devenus des montagnes grandioses. Ces forces tectoniques se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, efface les mers et peut anéantir la vie. L'histoire de l'Asie est riche en superlatifs. Des scientifiques ont découvert que le plus grand des continents a subi un phénomène volcanique prodigieux qui a causé la plus grande extinction de vie de tous les temps. Théâtre de la plus violente collision tectonique, l'Asie a vu s'élever les plus hauts sommets de la Terre. Aujourd'hui, le continent le plus densément peuplé pourrait voir un de ces pays englouti dans l'incessante valse des continents. Au tout début, la Terre était une boule de feu en fusion. Les îlots de croûte terrestre qui parvenaient à se former étaient rapidement engloutis par la lave et retournaient dans la fonderie intérieure de la Terre. Ce recyclage de matière aurait duré des millions d'années, jusqu'à ce que la planète refroidisse. En Russie, une équipe de chercheurs a entrepris un voyage dans le temps pour trouver les premières pierres de l'Asie qui ont survécu au volcanisme qui régnait sur la Terre. Aucune route ne se rend à ces formations rocheuses originelles. Dimitri Gladkochuk doit traverser le plus grand volume d'eau douce au monde, le lac Baïkal, surnommé la perle de Sibérie. Le lac Baïkal est un haut lieu de la géologie. On a accosté ici parce que je veux vous montrer l'extraordinaire géologie de la Sibérie. Ici, on se trouve sur les roches les plus anciennes du craton sibérien. Dans les roches de cet affleurement, on a trouvé des minéraux très particuliers, les zircons. Et après des analyses isotopiques, nous avons déterminé qu'ils datent d'entre 3 et 4 milliards d'années. Les zircons sont impliqués dans la formation du craton sibérien. À cette époque où les îlots se réunissaient. Et ils y sont restés conservés comme des reliques. Grâce aux zircons, les scientifiques ont découvert, ici même en Sibérie, le premier bloc du continent asiatique qui s'est formé il y a 3,4 milliards d'années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce même affleurement témoigne d'un autre phénomène beaucoup plus récent. Après sa formation, ce territoire a subi de puissants remaniements. Autour de 1,9 milliard d'années, les roches du socle ancien sont associées à des roches plus récentes. Preuve qu'à cette époque, l'Asie prend de l'expansion. La présence de roches beaucoup plus jeunes, soudées aux roches anciennes, prouve qu'à cette époque, l'Asie prend de l'expansion.
Au cours des quelques milliards d'années suivants, le refroidissement de la planète permet à la Sibérie primitive d'annexer de plus en plus de masse de terre. Bientôt, le globe est couvert d'une mince couche d'écorce. La chaleur du noyau de la Terre fait remonter de nouvelles roches en fusion, qui brisent cette écorce et la séparent en plaques tectoniques. Les roches expulsées vers la surface poussent les plaques et déplacent les continents. La mécanique de la tectonique est en marche. Les masses de terre se regroupent et se séparent dans un cycle infini qui dure depuis des milliards d'années. Au centre de cette grande valse, le lac Baïkal est le théâtre d'une des plus grandes collisions de l'histoire de l'Asie. Sur la rive sud du lac, les roches permettent de reconstituer cet événement. L'endroit où l'on se trouve est vraiment unique. C'est à partir d'ici que la tectonique contribue à façonner l'Asie moderne. Il y a 500 millions d'années, la Chine du Nord a parcouru 2000 km avant de frapper la Sibérie de plein fouet. Alors je marche ici sur une frontière géologique qui explique comment l'Asie a fini par ressembler à celle qu'on voit sur nos cartes aujourd'hui. Mais cet assemblage de croûtes terrestres n'est qu'un début. Il y a 300 millions d'années, toutes les masses continentales convergent les unes vers les autres. C'est ainsi que le nord de l'Europe percute la Sibérie. Cette rencontre soulève une chaîne de montagnes de 2000 km de long, l'Oural. Une collision d'une telle ampleur a demandé d'immenses quantités d'énergie qui ont laissé des traces le long de cette frontière. C'est parmi les nombreux gisements de fer, de cuivre et de zinc de la région que le géologue Viktor Pouchkov cherche des indices qui racontent la collision Europe-Asie. Ici, il y a une infiltration d'eau souterraine chauffée à 300 degrés qui a surgi des profondeurs de la Terre. Cette eau était sous très haute pression. Elle a cristallisé dans la roche. C'est ce qu'on appelle un fumeur noir. Avec le temps, ces sulfures sont devenus le minerai de zinc que l'on voit ici. Un fumeur noir est une sorte de geyser sous-marin qui apparaît lorsque la chaleur et la pression sont extrêmement élevées. Cette colonne d'eau a déposé des minéraux qui ont formé d'importants gisements, qui sont aujourd'hui le moteur économique de toute la région. La présence de ces métaux prouve que la collision entre les continents primitifs était particulièrement violente. Après la rencontre Europe-Asie, les terres du monde sont réunies en un seul supercontinent, la Pangée. Toutes, sauf une, la Chine du Sud, qui dérive, isolée, au milieu de l'océan Pacifique. À cette époque, la biodiversité de la Terre est d'une variété et d'une richesse extraordinaires. Mais un grand bouleversement se prépare. 3 millions de kilomètres cubes de lave envahissent la Sibérie.
C'est le plus grand cataclysme volcanique depuis la formation des premières masses de terre. Cet événement a un impact critique sur l'environnement. Il sature l'atmosphère de gaz toxiques et bouleverse l'équilibre des océans. Étrangement, c'est en Chine du Sud, à des milliers de kilomètres de la Sibérie, qu'on peut le mieux observer les effets du désastre. Là, on est venu de l'autre bout du monde pour voir ça, et puis il n'y a plus grand-chose à voir. Alors l'affleurement jusqu'au chercher, il est juste là, sous les maisons. Tu vois, La paléontologue Sylvie Crasquin est sur la trace d'un affleurement unique au monde. Des roches qui pourraient lui permettre de comprendre les effets dramatiques du volcanisme sur la faune et la flore de la planète. Elle cherche la frontière entre la vie et la mort. C'est ce que les géologues appellent la limite Permien-Trias. On va commencer à échantillonner. On va descendre. Waouh, c'est génial! Il y a tous les gros macrofossiles là, qui ont été photographiés, mis en évidence en 2005. Ouais, regarde, c'est super. Il y a des petits gastéropodes, là il y a des petits lamellibranches. Des fossiles qu'on voit à l'œil nu, des macrofossiles qui font environ 1 cm et qui sont préservés, silicifiés sur la surface, vraiment pratiquement à la limite. C'est vraiment très très chouette. Donc on va essayer de ne pas donner de coup de marteau dessus. On va casser en dessous. On voit cette grande discontinuité qui est très très marquée, et ça c'est la limite Permien-Trias, et c'est absolument fabuleux de trouver ça ici, parce que jamais je n'ai vu une limite aussi nette. En fait, il y a très peu d'endroits dans le monde où on voit aussi bien la limite entre le Permien et le Trias. En effet, ici, on a donc cet ensemble de calcaire du Permien, où on peut voir en fait beaucoup de traces de fossiles, ce qui veut dire qu'au niveau du Permien supérieur, il y avait encore une vie extrêmement abondante au niveau de ces roches. Et au-dessus, l'ensemble que l'on va voir juste après, en fait, on ne trouve pratiquement plus rien, donc la vie a complètement disparu. Donc ce niveau ici qu'on voit très bien représente le niveau d'extinction majeure de la biodiversité, où on a perdu environ 98% des familles marines. Les observations de Sylvie Crasquin prouvent que même ici, à des milliers de kilomètres de la Sibérie, le volcanisme a provoqué la plus grande extinction de vie de tous les temps. Mais elle se demande si, après le cataclysme, la Chine du Sud, isolée du reste du monde, pourrait avoir joué un rôle majeur pour la sauvegarde du vivant. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'aller voir un peu ce En escaladant la roche au-dessus de la limite Permien-Trias, elle avance de quelques millions d'années dans les temps géologiques. Dans la partie supérieure. Alors ici, on peut voir... Elle cherche la présence de micro-organismes qui auraient pu survivre à l'extinction. Ces fossiles d'ostracodes ne font qu'1 millimètre de diamètre, mais ils font partie des premières formes de vie complexes sur Terre. Ça nous laisse penser que peut-être c'est ici qu'étaient les milieux refuges, les derniers environnements qui auraient permis à la faune de survivre et après, bien sûr, de se redévelopper et de retrouver une expansion après sur l'ensemble de la planète. En isolant la Chine de la Pangée, la tectonique a miraculeusement préservé des micro-organismes qui ont permis à la vie de se rediversifier. À l'époque où la biodiversité est en pleine reconstruction, la Pangée se fracture et les continents partent à la dérive. Au sud-est, de petits radeaux de croûte terrestre dérivent lentement vers l'Asie. Ils deviendront un jour la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Mais les scientifiques cherchent à savoir à quel moment ces micro-continents se sont soudés à l'Asie.
Étrangement, ce sont des paléontologues, Erik Buffetot et Varavut Sutothorn, qui vont apporter une clé à la reconstitution du périple de la Thaïlande. Nous les retrouvons à quelques kilomètres de Kalassin, où ils répondent à l'appel d'un paysan qui a fait une mystérieuse découverte. Les premières observations d'Erik lui permettent de croire que cet objet, qui ressemble à un caillou, serait en fait une vertèbre de dinosaure. Ça ressemble à une caudale. I think maybe a caudal. The front is here. It's convex at the back. C'est du gros dinosaure. Un gros dinosaure, donc ça fait peut-être dans les 15 mètres. That's from the hill here. From the hill here, and he said it's a lot in this area. So we shall go with him after this.ยังให้โยวัดก่อน Erik et Varavut ont eu la main heureuse. Plus d'une quarantaine de grandes pièces sont déterrées. Un travail de patience. This week really important because we found the dinosaur bone really big. La semaine a été riche en émotions, car ce spécimen ressemble beaucoup à un autre fossile trouvé en Chine. Nous pourrons comparer les deux. Ont-ils la même origine? Ça prouverait que les deux pays étaient reliés il y a très longtemps. L'une des pièces est particulièrement intéressante. Les scientifiques ont décidé de la transporter en laboratoire pour analyse. Mais l'opération est délicate. Le fossile est plâtré comme un membre fracturé. Sinon, il se briserait en 1000 morceaux aussitôt sorti de son linceul d'argile. Erik et Varavut ont trouvé des ossements de plusieurs spécimens, mais rien de comparable avec cette pièce de 200 kg. Il faut d'abord déterminer l'âge du fossile et identifier à quelle famille il appartient. Les analyses démontrent que cette pièce date de 150 millions d'années et qu'elle ne s'est pas développée sur le radeau qui allait un jour devenir la Thaïlande. Donc les os de dinosaures que nous avons trouvés à Punoy depuis à peu près 1 an, si on les replace sur ce squelette, on voit qu'on a un membre antérieur à peu près complet, on a une bonne partie du bassin et on a différentes vertèbres depuis le cou jusqu'à la queue. Donc notre dinosaure, ça a bien l'air d'être un mammachistauridé, qui ressemble donc beaucoup à ceux qu'on trouve en Chine à la même époque, fin du Jurassique, qui a quoi, 150 millions d'années environ. La présence de ce dinosaure prouve que la Thaïlande primitive était déjà rattachée au sud de l'Asie, il y a au moins 150 millions d'années. Cette découverte permet aux chercheurs d'améliorer les cartes de l'Asie à la fin du Jurassique et de comprendre les forces tectoniques qui ont déplacé les continents. Le dinosaure était possible depuis l'Asie du Sud-Est sans difficulté particulière. Le mouvement des croûtes terrestres a permis aux dinosaures de coloniser la Terre entière et de prospérer pendant plus de 150 millions d'années. Mais aujourd'hui, les scientifiques se demandent si ces mêmes forces tectoniques ont été responsables de leur extinction. Pendant le règne des dinosaures, l'Inde se détache de l'Afrique et se met en route vers le nord.
Elle se déplace à la vitesse record de 15 cm par année lorsqu'elle emboutit le sud de l'Asie. C'est la plus importante collision tectonique des temps géologiques récents. Mais le voyage de l'Inde n'a pas été de tout repos. À Bombay, le volcanologue britannique Mike Widdowson retrouve son collègue et ami Sam Setna. Depuis 25 ans, Mike essaie de comprendre comment le grand voyage de l'Inde aurait pu précipiter la chute des dinosaures. Dans le Décan, au centre du pays, il étudie le résultat d'un phénomène géologique extraordinaire qu'on appelle des traps. Cette route, Sam et Mike l'ont parcourue des dizaines de fois pour leurs recherches. Elle est bordée par des falaises très particulières. Ces successions de couches rocheuses ne se sont pas déposées les unes sur les autres comme les sédiments au fond des océans. Ce sont en fait de gigantesques coulées de lave qui ont déjà recouvert près de la moitié de l'Inde. Cette lave solidifiée, qu'on appelle du basalte, fait partie du quotidien des Indiens. C'est l'un des meilleurs matériaux de construction. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a aucun volcan dans les parages. Alors d'où peut provenir une telle quantité de lave ? Il faut retourner 70 millions d'années dans le passé. À cette époque, l'Inde est en route vers sa position actuelle. Elle s'apprête à passer sur un point chaud fixe et permanent de l'écorce terrestre. Sous la surface, d'énormes quantités de magma sont produites. Ces roches très chaudes remontent et transpercent le sous-continent indien. À la surface, de vastes coulées de lave s'épanchent sur des milliers de kilomètres. On peut imaginer ici la première couche de lave qui s'est formée. Une nouvelle éruption de magma finit par la faire craquer. La croûte se fracture. En dessous, la lave monte de plus en plus rapidement. Le magma s'infiltre dans la fissure. Éventuellement, il recouvre la première couche de lave solidifiée pour former une nouvelle couche de roche. Les éruptions des traps du Décan se sont déroulées pendant 5 millions d'années. Certains chercheurs pensent que le volume important de gaz toxiques rejetés dans l'atmosphère a provoqué l'extinction des dinosaures. Cette hypothèse contredit la théorie précédemment admise, selon laquelle cette extinction a été causée par la chute d'une météorite tombée au Mexique il y a environ 65 millions d'années. Ici, nous pouvons voir le tiers supérieur de l'ensemble des couches de lave. Depuis le fond de la vallée jusqu'au plateau supérieur, cette structure s'est bâtie avec des couches de lave successives. Elles atteignent une épaisseur de 3 ou même 4 km. Les traps du Décan ont subi 60 millions d'années d'érosion. La pluie et le vent ont créé des dénivelés verticaux de 1000 mètres
qui permettent aux géologues d'avoir une vue imprenable sur les couches de lave. Nous nous trouvons dans une région où géologie et géomorphologie s'entremêlent. C'est un lieu assez unique. Cette falaise sur notre gauche représente 1, 2, 3, 5, 6 coulées de lave qui se sont succédées si rapidement qu'il n'y a même pas un grain de sable entre les couches. Elles se sont probablement soudées l'une à l'autre. Quel spectacle! Quel lieu extraordinaire! Ces descentes abruptes, caractéristiques des Ghats occidentaux, ont une valeur particulière pour moi qui suis géologue. Quand j'emprunte cette route, ma voiture se transforme en machine à remonter le temps. À chaque kilomètre, on s'enfonce dans les couches de lave. On retourne au temps des dinosaures. Et même avant les dinosaures. Il y a dans ces collines des couches d'argile qui témoignent d'une certaine réapparition de la vie entre les épisodes volcaniques. L'une d'elles attire le regard de Mike. Cette argile date peut-être de la période de l'extinction des dinosaures. Ce panorama incroyable est le résultat d'une grande coulée de lave qui s'est superposée à cette matière rougeâtre. À plusieurs égards, elle nous renseigne sur les différents environnements qui ont existé à l'époque des Traps du Décan. Cette matière est une sorte d'argile rouge qui s'est probablement formée au cours de dizaines, voire de centaines de milliers d'années. C'est exceptionnel. Ce bassin boueux aurait pu être le lieu idéal pour la survie des plantes. Alors, comment expliquer le fait qu'il y avait des écosystèmes végétaux au moment où les éruptions modifiaient la composition de l'atmosphère? C'est la grande question. Mike veut vérifier si, à l'époque de la disparition des dinosaures, la vie a pu persister entre les couches de lave. Au départ, on ne voyait pas grand-chose dans ces échantillons. Mais en les examinant de plus près, on a remarqué des organismes fossilisés, des petits coquillages et même des petits ossements. La difficulté est toujours d'arriver à les dater avec précision. Plus tard, on a fini par dénicher des petits morceaux de bois et même des segments de troncs d'arbres. Il y avait probablement des petites forêts dans certaines zones des Traps. On peut démarrer le laser, faire fondre la roche et libérer les gaz. C'est excitant pour moi de découvrir l'âge précis de ces roches. En voilà une qui est bien. Démarrons le laser et allons-y. Je suis impatient de voir ce que cette roche va nous offrir. L'analyse révèle que les échantillons prélevés dans l'argile datent de 65,5 millions d'années. La présence d'écosystèmes ayant résisté au volcanisme des Traps du Décan semble accréditer la théorie selon laquelle l'extinction des dinosaures serait due à l'écrasement d'une météorite au Mexique. Est-ce la météorite ou le volcanisme qui a anéanti les dinosaures?
Selon nos travaux, la question est trop simple. Il faut se demander si le volcanisme des Traps du Deccan a pu pousser de vastes écosystèmes au bord de l'extinction. Le cas échéant, l'impact de la météorite survenue à la même époque a pu tout faire basculer. En d'autres termes, nous étions à une époque charnière, pas seulement au niveau des environnements qui prévalaient sur Terre, au Crétacé inférieur, mais aussi à un moment clé de l'histoire de la vie. En Inde, les cicatrices laissées par le volcanisme rappellent à quel point la tectonique est capable de modifier le cours de la vie. Mais l'aventure la plus spectaculaire de l'Inde est encore à venir. Cet événement aura des conséquences à l'échelle planétaire. Propulsée par la tectonique, l'Inde fonce vers le nord à une vitesse phénoménale à l'échelle géologique. Elle frappe le sud-ouest de l'Asie il y a environ 50 millions d'années. Cette collision va donner naissance à la plus vaste chaîne de montagnes du monde, l'Himalaya. 14 de ses sommets comptent plus de 8000 mètres d'altitude. Ils sont chapeautés par la plus haute montagne de toutes, l'Everest. Il est difficile de demeurer indifférent devant ces paysages, même lorsqu'on les a fréquentés plus d'une fois. Laurent Godin et Kyle Larson sont des géologues canadiens qui étudient le processus de formation de l'Himalaya. Ces montagnes mythiques renferment encore bien des mystères, et nos géologues comptent en élucider quelques-uns. Pour Kyle et Laurent, l'Himalaya est un immense laboratoire à ciel ouvert. Leur mission débute dans le petit village de Jomson, à 2800 mètres d'altitude. Dans ce petit kiosque à souvenirs, nous venons de dénicher cette ammonite. C'est une créature très ancienne qui ressemble à un calamar. Elle vivait peut-être à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. Alors c'est spectaculaire de les trouver ici dans les montagnes, au beau milieu de l'Himalaya. Comment ces animaux marins ont-ils pu se retrouver ici, sur une montagne, si loin de l'océan? Nos géologues vont se rendre à 4000 mètres d'altitude pour comprendre comment un plancher océanique s'est retrouvé sur de si hauts sommets. Nous avons ici des roches provenant du fond de l'océan qui se sont déposées à l'horizontale sur un fond plat. Mais comme on peut le voir, elles ne sont plus plates du tout. En fait, elles ont été plissées de façon spectaculaire. Elles ont été compressées à l'horizontale et épaissies à la verticale. Alors, au lieu d'être à 2 km au fond d'un océan, elles se trouvent à des kilomètres au-dessus du niveau de la mer. En se déplaçant vers le nord, l'Inde a comprimé l'océan qui la séparait de l'Asie.
le fond marin a été plissé au point de sortir de l'eau. Il a effectué un voyage de plusieurs kilomètres à la verticale. Voilà pourquoi on trouve des fossiles d'animaux marins dans les montagnes. Après avoir fermé la mer qui la séparait de l'Asie, l'Inde s'est enfoncée sous le continent asiatique. Aujourd'hui, elle a déjà perdu un tiers de sa superficie. Quand on pense aux forces nécessaires pour créer tout ceci, prendre des sédiments qui proviennent du fond d'un océan et les soulever à la verticale jusqu'aux altitudes les plus élevées de l'Himalaya. C'est spectaculaire. Ils sont 8 km au-dessus du niveau de la mer. Incroyable. Pendant longtemps, les géologues ont pensé que cette mécanique était la seule façon d'expliquer la formation de l'Himalaya. Mais Kyle et Laurent pensent que ces sommets sont la partie supérieure d'un système plus vaste et plus complexe. Nos chercheurs tentent de prouver une hypothèse qui expliquerait l'altitude hors norme de la chaîne himalayenne. Kyle et Laurent parcourent une centaine de kilomètres pour se rapprocher des racines des montagnes. Les rivières aident souvent les géologues en exposant des formations rocheuses qui étaient enfouies dans le sol. Nos géologues croient que certaines roches himalayennes auraient été chauffées à blanc dans le sous-sol des montagnes. C'est assez incroyable. Regarde les grenats ici. Cette roche a indéniablement été fondue. Il y a quelque chose de très spécial ici. Ce sont des grenats, des cristaux incrustés dans le granit. Ça nous prouve que le granit s'est formé dans les entrailles de la Terre. On parle ici de 25 km de profondeur. Ces roches n'ont rien à voir avec les sédiments plissés retrouvés près des sommets. Elles ont été transformées dans le manteau de la Terre. On les appelle des roches métamorphiques. Mais comment ont-elles pu parcourir 25 km depuis les profondeurs de la Terre ? La croûte s'est épaissie de façon extraordinaire. Son poids a poussé une partie du plancher océanique à l'intérieur de la Terre, sous les montagnes. À cet endroit, la température et la pression beaucoup plus élevées font fondre les sédiments. Ce magma se transforme en granit. Cette matière ne plie plus comme ce que nous voyons au sommet. Elle devient malléable comme de la pâte à modeler. Nos géologues cherchent un lieu où les roches sédimentaires et métamorphiques cohabitent. That's pretty good. Yeah. Absolument formidable. Un affleurement absolument spectaculaire ici. À gauche, on a les roches métamorphiques et les granites. Et juste à droite ici, on a les roches sédimentaires. Et entre les deux, en plein dans le canyon devant moi, on a une des failles majeures de l'Himalaya qui détache ces deux ensembles de roches-là. Le monticule de gauche est constitué de granit métamorphique. Si on retirait la végétation, on verrait que cette couche de granit se prolonge sous la couche de roches sédimentaires. Ce granit, ramolli par la chaleur intense des profondeurs, a été expulsé sous le poids démesuré de la chaîne himalayenne, comme du dentifrice qui sort de son tube. Kyle et Laurent sont convaincus qu'une grande partie de l'Himalaya est formée de ces roches métamorphiques. C'est ce qui expliquerait l'élévation extraordinaire de ces sommets et pourquoi ils grandissent toujours à la vitesse des ongles de nos doigts.
La chaîne himalayenne est si haute qu'elle a modifié le climat. Pendant les mois d'été, les montagnes emprisonnent les vents chauds et humides du sud-est, qui retombent sous forme de pluie diluvienne. C'est la mousson. Ces pluies torrentielles raclent les montagnes et emportent des sédiments. En altitude, les glaciers érodent les sommets. Bribe par bribe, des morceaux d'Himalaya sont emportés. La première étape de cette migration a lieu dans les monts Siwalik, une petite chaîne qui borde le flanc sud de l'Himalaya sur près de 2000 km. Dans une vallée de rivière asséchée, le Népalais Ananta Gadjurel tente de mesurer l'ampleur du phénomène. Ces cailloux assez grossiers ont été transportés ici par les glaciers depuis l'Himalaya. Et plus ils s'érodent, plus ils se transforment en petits sédiments. On en voit d'ailleurs là-bas qui sont assez fins. Cette falaise est entièrement faite de sable de l'Himalaya. Tout ça est arrivé ici il y a 6 ou 7 millions d'années. Ces sédiments seront emportés vers la baie du Bengale. La majeure partie des sédiments des Siwalik est transportée par deux grands fleuves, le Gange et le Brahmapoutre, qui charrient toute cette matière sur plus de 3000 km. Des quantités phénoménales de sédiments himalayens se sont concentrées dans une sorte d'entonnoir entre l'Inde et la Birmanie. Il y a 30 millions d'années, ils ont formé un pays, le Bangladesh, la toute dernière pièce de l'Asie. Le pays tout entier repose sur un gigantesque tas de sédiments. C'est une des régions à l'avenir le plus incertain, formée de courants d'eau, de marécages et de rivages éphémères. Tout le sud du pays pourrait disparaître sans un apport constant de sédiments en provenance de l'Himalaya. Le sédimentologue Christian France-Lanor est en mission pour comprendre le cycle de vie des sommets himalayens et du delta du Gange. Alors là, nous sommes juste à la confluence entre le Gange et le Brahmapoutre. À cette saison, le flux de sédiments est assez considérable. On a à peu près 1 milliard de tonnes de sédiments qui transitent là chaque année. Mis dans des camions de sable, ça ferait un convoi qui représente à peu près 1,5 fois la distance Terre-Lune. Donc des quantités de matière qui sont absolument inimaginables. Une grande partie de la vie des Bangladais est liée à ce sable qui sert de matériau de construction. Mais ce n'est pas tout. Les fleuves doivent apporter assez de sédiments pour maintenir le Bangladesh en équilibre, tout juste hors de l'eau. Une des motivations pour faire ce travail, c'est de comprendre les mécanismes qui apportent des sédiments à cette région. Le sud a tendance à s'enfoncer en dessous du niveau de la mer. Il y a une compétition entre le niveau marin qui peut monter un petit peu et puis un apport de sédiments qui est critique pour l'existence même de cette zone et à la stabilité de ces terres. La mission de l'équipe de Christian est de mesurer la capacité du pays à retenir les sédiments transportés par les grands fleuves. Ce sable pourra peut-être permettre de prévoir l'avenir de toute une région. L'équipe de Christian doit d'abord mesurer la vitesse du courant. Voilà, ça y est, on commence à voir le signal. Donc on a à peu près une dizaine de mètres de fond. Mais le plus important est d'arriver à estimer le volume de sédiments en suspension dans l'eau. Ok,
Cet appareil peut capturer un volume d'eau à une profondeur précise. Alors ça, c'est du sable qui a été pris à 11 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent que les sédiments plus légers ne se déposent pas au Bangladesh. Ils seraient plutôt transportés au large par les courants. Et Christian veut connaître leur destination. Pour ce faire, un navire de recherche français se rend au large du Bangladesh, dans le golfe du Bengale. Un forage à grande profondeur permet d'extraire des carottes sédimentaires. Pour comprendre le voyage des sédiments, les chercheurs ont prélevé des échantillons en haute montagne, dans les grands fleuves et au fond de l'océan. Au CNRS de Nancy, dans le nord-est de la France, l'équipe de Christian est sur le point de comparer 3 de ces échantillons. Le premier a été prélevé au Népal, sur les flancs de l'Himalaya, le second sur le sol du Bangladesh, et le troisième au fond de la baie du Bengale. À première vue, ces sédiments présentent des similitudes. C'est baie du Bengale, celui-là, oui, d'accord. Donc il y a encore pas mal, malgré le tri, il y a encore pas mal de minéraux très fins. L'analyse révèle que les sédiments dans le golfe du Bengale sont en tout point identiques à ceux prélevés dans les montagnes himalayennes. Voilà, là, on a un plan un peu plus large. Et on voit beaucoup plus de variétés de minéraux. On parle ici, pour 20 millions d'années, d'une trentaine de kilomètres d'épaisseur d'Himalaya qui ont été érodés de l'arc himalayen. Donc on peut estimer que globalement, il y a plus de 3 fois le volume himalayen dans le cône du Bengale. Les chercheurs ont découvert que les sédiments au fond de l'océan Indien sont âgés de 20 millions d'années. Ceci confirme que le périple des sédiments se déroule depuis la naissance de l'Himalaya. Au fil du temps, le Gange a transporté l'équivalent de 3 Himalayas vers le fond de l'océan Indien, soit des trillions de tonnes de sédiments. Puisque la chaîne himalayenne s'élève sans cesse de quelques centimètres par année, le Bangladesh devrait continuer de recevoir de nouveaux sédiments arrachés des montagnes par l'érosion. Deux habitants sur 3 vivent du blé et du riz qui poussent dans le delta du Gange, et ce sont les sédiments himalayens qui fertilisent ces terres. Ces particules accomplissent une tâche colossale. Elles gardent un pays au-dessus des flots et nourrissent tout un peuple. Depuis la création des premières masses continentales qui ont formé la Sibérie, jusqu'à sa collision avec l'Inde, l'Asie n'a cessé de se développer, donnant à l'humanité le continent le plus vaste et le plus complexe de la Terre, abritant plus de 4 milliards de personnes, réparties dans plus de 50 pays. Nous savons désormais que la tectonique asiatique a été capable de la pire extinction de masse de l'histoire de la Terre, mais que c'est cette même énergie qui a préservé la vie sur un microcontinent isolé. Au fil du temps, des morceaux de croûte se sont amalgamés, le règne des dinosaures est arrivé à sa fin, les plus majestueuses de toutes les montagnes ont été formées, et un nouveau pays a été créé de toutes pièces. Mais l'histoire de l'Asie ne s'arrête pas là. Des scientifiques de toutes les disciplines s'acharnent à comprendre la suite des choses, car le continent asiatique n'a pas fini de nous en faire voir, et de toutes les couleurs. Les grands phénomènes se multiplient tant à la surface que sous nos pieds, avec des impacts directs sur nos vies. La tectonique asiatique s'oppose plus que jamais à ses voisins immédiats, les plaques australiennes et pacifiques. Éruptions volcaniques et séismes dévastateurs, telles sont les conséquences extrêmes de la suite de la grande histoire tectonique de l'Asie.